L'exploration du monde marin de l'Antarctique continue avec les moyens qu'offre aujourd'hui l'ère spatiale. Nous utilisons l'hélicoptère de la Calypso pour localiser d'en haut les animaux qui réussissent à prospérer dans cet environnement pourtant sévère. Parmi les animaux qui prédominent dans l'Antarctique, les plus nombreux sont les pingouins. L'expédition Cousteau s'efforce d'évaluer la fertilité des mers polaires qui conditionnent l'importance des populations animales. Le téléobjectif révèle des colonies de pingouins, des centaines de milliers de pingouins. Nous les appellerons des pingouins, comme le font tous les pays du monde. En français, leur nom officiel est manchots, mais nous n'avons pas le cœur de leur appliquer ce terme péjoratif. Il y a 60 millions d'années, les ailes de leurs ancêtres se sont transformées en nageoires. Et les pingouins ont été mieux armés pour chercher leur nourriture dans l'eau. Aujourd'hui, ces oiseaux sont les seuls au monde qui soient totalement adaptés à la vie aquatique. Ils passent les 2/3 de leur existence dans la mer. Ils volent littéralement dans un océan glacé. Au large de la péninsule antarctique, la Calypso rencontre des pingouins qui s'ébattent comme des marsouins. C'est le sujet des observations de Cousteau et de son fils Philippe au cours de leur exploration à travers le mystérieux océan Antarctique. Voici la deuxième partie de l'expédition Calypso en Antarctique, le second des 4 films consacrés aux mers australes, enfermés dans leur tour de glace, belles comme des cathédrales. Nous sommes ici à la limite du monde. La Calypso explore les îles situées au large des côtes de la péninsule antarctique, au sud du Cap Horn. Là, des pingouins se sont embarqués sur un iceberg déjà bien érodé. Tout comme la vie de l'Antarctique qu'il est venu étudier, la vie de Cousteau est liée à la mer. Il a toujours été curieux de connaître le comportement des pingouins. De profonds sillons indiquent qu'ils utilisent de longue date ce radeau de glace pour leur pêche personnelle. Maintenant, ils partent vers les terres où ils vont se reproduire. La Calypso les suit dans leur vol à travers la mer. Chaque été dans l'Antarctique, quand les glaces se disloquent découvrant la ligne du rivage, les pingouins en âge de se reproduire retournent à travers les brisants vers l'endroit même où ils sont nés.
C'est parce qu'ils ne font qu'un avec la mer. C'est grâce à leur nage puissante et assez bon à la verticale qu'ils réussissent à se faufiler au milieu des brisants. Sortis de leur élément sur la terre ferme, ils peuvent paraître maladroits, mais ils se débrouillent très bien. Il n'y a pas de ségrégation ici. Les pingouins antarctiques avec leur jugulaire, les pingouins Adélie, les pingouins papous au bec rouge observent une coexistence pacifique. Des éléphants de mer ronflent sur le rivage. Un pingouin semble se demander s'il ne s'est pas trompé d'adresse. Parfois, un éléphant de mer de 1500 kg passe comme un bulldozer sur les nids du rivage. Pour éviter de tels désastres, la plupart des pingouins nichent plus haut sur les collines. Les derniers venus dans les roqueries sont gratifiés d'un coup de bec. Les mâles arrivent avant les femelles. Assis sur leur nid de pierre, ils vocalisent éperdument pour attirer leurs compagnes. Les pingouins sont essentiellement monogames. La plupart d'entre eux restent fidèles à leur conjoint d'une saison d'amour à l'autre. Bien que les couples partent rarement en mer ensemble, la femelle qui revient après 8 mois de séparation reconnaît son compagnon grâce à sa voix. Les retrouvailles ne sont pas moins passionnées que les rites amoureux pour des nouveaux fiancés. Plus tard, leurs chants d'amour deviendront des berceuses. Un mâle Adélie, âgé de 3 ou 4 ans et célibataire, a réintégré la roquerie dans laquelle il est né pour tenter de fonder un foyer. Il doit construire un nid entièrement neuf. À proximité, un vieux mâle, un pingouin papou, refait son ancien nid pour que sa compagne y ponde. Les constructeurs de nids les plus expérimentés ont appris à gagner du temps. Ils se font voleurs. Voler des pierres est souvent un coup d'audace pratiqué avec cynisme. Le propriétaire a beau se plaindre, l'obstination est payante. Pour sa compagne, l'Arsène Lupin de la roquerie est un bon pourvoyeur. Un jeune mâle Adélie s'approche hardiment de Philippe. Viens. Quand celui-ci lui offre des cailloux, le pingouin se montre exigeant dans son choix. Après avoir passé plusieurs années de son adolescence en mer, il doit se hâter de construire son nid avant que toutes les femelles disponibles ne soient casées. D'autant plus que le court été, saison des amours, est déjà bien avancé. Son zèle semble être apprécié. L'enquête sur les pingouins est dirigée par Philippe et Albert Falco. Un mâle encore célibataire choisit la pierre qui décidera de son existence, celle qu'il va présenter à la femelle.
Si elle l'accepte, il aura une épouse. Les femelles ne pondent que 2 œufs par saison. Aussi longtemps que les pingouins n'ont pas atteint l'âge de 5 ou 6 ans, ils réussissent rarement à fonder un foyer. La durée moyenne de leur vie étant de 12 ans. Un couple de pingouins produit environ 12 œufs fécondés pendant 6 ans d'existence commune. Si l'action des prédateurs ou la pollution devenait un peu plus meurtrière, l'avenir des pingouins ne serait plus assuré. Ce pingouin antarctique est déconcerté. Il est fier de son caillou, mais il n'arrive pas à retrouver sa partenaire. Les pingouins ne se reconnaissent pas à vue. Pour s'identifier, ils comptent uniquement sur le timbre de leur voix. Finalement, celui-ci localise l'appel de sa compagne. Dans sa hâte à la rejoindre, il a traversé le territoire où niche son voisin. Or, les nids sont jalousement gardés contre toute intrusion. Et le pingouin antarctique est le plus agressif de tous les pingouins. Philippe et Albert Falco retournent une fois de plus vers les roqueries. Dans 3 semaines, les pingouins devraient avoir pondu leurs œufs. Afin de le garder au chaud, une femelle pousse sous elle son premier œuf, infiniment précieux. Quand les 2 œufs sont pondus, les mâles prennent la relève pour une première période d'incubation. Tandis qu'ils accomplissent leur devoir sur le nid, les femelles retournent à la mer pendant 2 semaines pour se nourrir et reprendre des forces. Pour les besoins de cette étude, avec de la peinture biodégradable, nous marquons quelques-uns des pingouins. Les marques s'effaceront d'elles-mêmes vers la fin de l'été. Cette belle papou ne restera pas longtemps la dame en rouge. La femelle marquée, qu'accompagne des pingouins de son espèce, se fraye un chemin vers la mer à travers les rochers. Sur la pente de neige, c'est le slalom joyeux des pingouins. Après la ponte, les mâles prennent la relève pour couver les œufs pendant que les femelles vont reprendre des forces en mer. Elles sont rejointes par les mâles des couples précoces dont la femelle est déjà revenue au nid. Bien que les pingouins soient pourvus de glandes qui dessalent l'eau de mer, certains préfèrent avaler de la neige pour faire le plein d'eau douce. Le phoque léopard, qui est le principal ennemi des pingouins, guette à la lisière de la mer. C'est près du rivage.
là où l'eau est trouble, que le phoque léopard a une chance d'attraper un pingouin par surprise. Falco sauve la paix. Il n'y aura pas de chasse aujourd'hui. Une fois que les pingouins ont réussi à entrer sains et saufs dans l'eau, ils sont bien trop agiles pour être facilement rattrapés. Après de longues semaines de jeûne, ils sont affamés. On connaît mal leur vie en mer. C'est là que nous avons rendez-vous avec eux. Après un long voyage, loin des roqueries, les pingouins se reposent un moment, comme des canards. Puis ils se mettent à nouveau en quête de nourriture. Nous suivons les pingouins à leur vitesse de croisière, environ 12 km à l'heure. Nous les avons souvent rencontrés à 200 000 du rivage. Il faut que ces oiseaux de taille modeste, pesant à peine 5 kg, soient des machines thermodynamiques bien efficaces pour couvrir de telles distances à une pareille allure dans l'eau glacée. Ce n'est pas étonnant qu'il leur faille tant de nourriture. Au ralenti, nous pouvons voir que le pingouin ouvre le bec pour prendre vivement une goulée d'air en pleine course, comme un grand nageur olympique. La Calypso s'arrête pour filmer les pingouins qui commencent à chasser. La vitesse et l'agilité des pingouins sont stupéfiantes. Par moments, ils font des pointes de plus de 40 km à l'heure. Cette vivacité dans l'eau fait qu'aucun ennemi, semble-t-il, ne peut les attraper. Tandis que les pingouins continuent leur chasse, Cousteau lance ses équipes de plongée. Sa mission en Antarctique, qu'il effectue en collaboration avec la NASA, comporte de nombreux thèmes. Il s'agit notamment de localiser les ressources de nourriture primaire et de voir comment elles sont utilisées par des animaux comme des petites crevettes dont se nourrissent les baleines, mais aussi les pingouins. Les hommes suivent les pingouins qui cherchent maintenant des concentrations de krill, leur nourriture de base. Les pingouins commencent à plonger. C'est le moment pour l'équipe d'essayer de les filmer lorsqu'ils mangent sous l'eau. C'est encore en les filmant au ralenti que nous pouvons découvrir comment ils nagent, ou plutôt comment ils volent sous l'eau, en n'utilisant que leurs ailes. Vous voyez bien qu'ils ne sont pas manchots. Leurs pattes leur servent de gouvernail. Le camouflage est l'exemple parfait de l'utilisation de deux teintes opposées. Pour un ennemi situé au-dessus d'eux, leur dos noir se confond avec l'ombre des profondeurs. Vue d'en dessous, leur poitrine blanche disparaît dans le scintillement de la surface. Grâce à leurs yeux adaptés à la vision aquatique, les pingouins repèrent leur nourriture, un rassemblement de petits crustacés de 5 cm de long, semblables à des crevettes, auxquels les baleiniers ont donné le nom de krill. Nos plongeurs font un détour afin de photographier, pour la première fois sous l'eau, un nuage de krill qui approche.
Ces petites crevettes constituaient la nourriture principale des plus grands animaux, les baleines bleues et les rorquals, aujourd'hui pratiquement disparus. Elles alimentent aussi des phoques, des poissons et des oiseaux de mer, aussi bien que nos pingouins. Envisagé comme une source possible de protéines pour l'homme, le krill sera peut-être demain à notre menu. Nous y avons d'ailleurs goûté. Cousteau tient une conférence de presse internationale par l'intermédiaire d'un satellite. Après Bernard Mays de la BBC, Marion Levenstein de Time Magazine lui demande si d'autres animaux que les pingouins profitent de la nourriture que les baleines exterminées ne consomment plus. What I was saying is that the abundance of life in the Antarctic at the level Cousteau précise que dans cette région de l'Antarctique, la production primaire végétale est d'une extrême abondance. is enormous. And the first beneficiaries of this production, with only one intermediary, which Les was the premiers krill, bénéficiaires en étaient ces crevettes que mangeaient les baleines. red shrimps, which abound in this area, were the whales. Now, these whales have been decimated. There is only 6% Les baleines ont of été them massacrées. left today. Il n'en reste que 6%. Aussi, une quantité considérable de crevettes qui composent le krill est dévorée par des phoques ou des pingouins, mais aussi par des formes de vie inférieures, les étoiles de mer par exemple. Ainsi, on constate un gaspillage de ressources biologiques. Les pingouins, maintenant rassasiés, retournent au rivage au pied de leur roquerie. De nouveau bien gras et avec leurs jabots pleins de krill, ils montent lourdement des pentes pour prendre sur les nids la place de leurs conjoints. Une joyeuse surprise attend certains pingouins à leur retour. Une femelle antarctique cajole son petit qui vient de sortir de l'œuf. Elle régurgite pour lui du krill à moitié digéré. Il a l'air d'aimer ça. La tournée de Falco dans les roqueries le conduit vers les papous. Un poussin déjà grandelé regarde venir sa mère. Le mâle, raidi par sa longue immobilité, retourne se nourrir lui aussi et la femelle reprend sa place sur le nid. Falco reconnaît la femelle papou qui l'a marquée. Elle vocalise en l'honneur de son compagnon qui revient. C'est grâce à ce signal qu'il pourra la retrouver. Cette relève de la garde laisse voir deux poussins bien portants et affamés. Les pingouins, en naissant, sont des animaux à sang froid qui subissent très vite l'incroyable métamorphose en animal à sang chaud, dont la température devient très vite égale à celle du corps de la mer, près de 38 degrés. Ce n'est pas le bonheur partout dans la roquerie papou. 24 heures après le premier, le second œuf d'une femelle n'est pas encore éclos. La femelle essaie d'ouvrir la coquille à coups de bec. Le poussin prisonnier est trop faible pour briser l'œuf et sortir. Finalement, la mère inquiète le libère avec sa patte. Le poussin du second œuf est malheureusement plus faible et souvent il ne survit pas.
Avec ses yeux perçants comme ceux d'un aigle, un squat plane, cherchant une proie parmi les malades et les morts dans les nurseries des pingouins. Les pingouins craignent tout ce qui vient du ciel. Voyant un squat qui plane au-dessus d'elle, la mère essaie de protéger ses petits. Elle s'occupe d'abord du plus fort et le couvre de son corps. Ensuite, avec son bec, elle essaie de mettre le malade hors de vue du squat qui tourne toujours. Comment les pingouins sauraient-ils que le squat en réalité joue un rôle utile en débarrassant leur colonie des œufs non fécondés et des poussins condamnés sans espoir? C'est le milieu de l'été dans l'Antarctique quand des rafales de neige s'abattent sur les roqueries. Les poussins couverts de duvet n'ont pas encore, pour se protéger de l'humidité, les plumes huileuses de leurs aînés. Ils sont vulnérables aux intempéries et beaucoup vont mourir. Un mâle Adélie ramasse des pierres dans la boue pour rebâtir son nid bouleversé. Pathétique, les pingouins essaient de renforcer leur nid, tentative désespérée pour isoler leur nouveau-né du sol inondé. La neige s'est changée en pluie. C'est un moment difficile. Les pingouins se hâtent de transporter des cailloux. Au milieu de la colonie en effervescence, ils se frayent un chemin vers leurs femelles qui cherchent à mettre à l'abri leurs poussins tremblants. Dans les roqueries, les tempêtes antarctiques font des ravages. C'est l'heure du squat. Les pingouins, avec un grand sens de la solidarité, se regroupent et crient des menaces pour tenir l'assaillant à distance. Un pingouin Adélie défend son petit qui s'est égaré dans l'eau glacée. À plusieurs reprises, le squat est repoussé. Avec ses ailerons puissants, le pingouin Adélie peut infliger un coup de karaté décisif. Les pingouins ont un grand courage. Même le bébé mourant essaie de riposter. Notre pingouin Adélie va défendre son enfant jusqu'au bout. Il guette ses derniers signes de vie. Le bébé respire encore. Pour construire un mur protecteur autour de son petit, le vaillant pingouin s'en va chercher des pierres. Après une série d'échecs, le squat s'en prend maintenant à un autre poussin qui est allé mourir plus loin. Avec prudence, il se prépare à l'emporter.
Il est forcé d'y renoncer car le pingouin, les yeux brillants de colère et les plumes du cou hérissées, le chasse loin de sa proie. Le squat est obstiné, mais sa persévérance est dépassée par celle du pingouin. L'ennemi est finalement contraint à la retraite. Le pingouin à des lits triomphants peut chanter victoire. Le squat, frustré, descend piquer sur Philippe, qui arrive avec de la viande crue. Les squats aussi ont des petits à nourrir. L'aigle de l'Antarctique est un oiseau de mer qui ne vient sur ces rivages arides que pour se reproduire. Nichant 2 par 2, mais n'étant pas organisés en colonies comme les pingouins, les squats et leurs petits vivent à la limite de la survie. En général, sur 2 œufs qui viennent d'éclore, il ne subsiste qu'un seul poussin à pattes de clown. Après le passage de la tempête, Falco inspecte la roquerie. Pour nourrir leurs enfants qui grandissent, les pingouins chargés de famille doivent partir de plus en plus souvent en mer. L'appétit des jeunes est insatiable. Après le repas, c'est l'heure de la sieste. Le soleil réchauffe maintenant les nurseries. Un des parents est parti en mer, l'autre monte la garde auprès des petits endormis. Dans les bras l'un de l'autre, 2 bébés jumeaux âgés de 2 ou 3 semaines dorment paisiblement. Encore 6 semaines, et ils seront livrés à eux-mêmes. Dans les roqueries, les poussins ont commencé à muer. Leur duvet est remplacé par un plumage serré et gras. Il faut que les parents obligent les jeunes qui ont presque leur taille à se remuer un peu pour développer leurs muscles. Un petit bat des ailes, mais elles ne lui permettront jamais de voler. Il donne des coups de bec à sa mère, réclamant à manger. À ce stade, la plupart des jeunes pingouins sont paresseux, et pendant la mue, ils restent là, sans bouger. Un poussin d'humeur trop indépendante est corrigé pour s'être aventuré trop loin. Les oisillons ont une seule préoccupation, manger. S'il en avait l'occasion, un jeune de 2 kilos serait capable d'engloutir l'équivalent de son propre poids en un quart d'heure. Maintenant, les petits sont réduits à la portion congrue. Ce pingouin est amaigré pour avoir trop régurgité de nourriture à ses enfants insatiables. Il commence le sevrage en réduisant leur ration. Pendant cette scène de famille, arrive la femelle papou qui avait été marquée par Falco. Les parents pingouins ne nourrissent que leurs propres enfants, qu'ils reconnaissent à leur voix. Comme il ne reste qu'un seul petit et la femelle marquée, elle n'a pas de problème pour le nourrir. Mais quand 2 poussins survivent,
La compétition entre les jumeaux devient acharnée. Celui qui n'a rien eu est furieux contre sa mère. Il bondit de rage. Pour les jeunes récalcitrants, le système d'éducation des pingouins relève d'une discipline à l'ancienne mode. Quand un rejeton pingouin se livre à un accès de mauvaise humeur, il lui arrive de déranger des autres adultes qui interviennent pour le remettre à sa place. Le jeune poursuit sa mère dans toute la roquerie. Il crie pour avoir à manger. La bataille pour le sevrage est engagée. L'oisillon frustré, qui poursuit toujours sa mère, est maintenant rejoint par un autre jeune, son frère ou sa sœur. Avec l'hiver qui vient, la mère conduit ses petits à l'eau afin de leur apprendre à nager et à pêcher pour leur propre compte. Fini les repas gratuits. Les mers parsemées de glace sous un ciel plombé annoncent des jours plus rudes. De petits oiseaux de mer, les pétrels des tempêtes, se nourrissent aussi de krill. Ils doivent leur nom, pétrels, au fait qu'ils semblent marcher sur l'eau comme Saint-Pierre. Ils se gavent avant de faire route vers des mers plus chaudes. Quand la température baisse, les pingouins adultes quittent la colonie pour reprendre la mer par groupes mixtes de mâles et de femelles. Les jeunes, désormais indépendants, restent sur place. Les pingouins font des dérapages contrôlés en descendant les flancs rocheux de la colline qui bientôt seront ensevelis sous la neige et la glace. Quand ils approchent de l'eau, leur véritable élément, les pingouins adultes ne se sentent plus de joie. Ils ont accompli leur tâche, mettre au monde une nouvelle génération. Pendant 8 mois, ils vont s'ébattre dans la mer avant de revenir à ces rivages pour se reproduire de nouveau. Cousteau et Albert Falco viennent rendre visite aux jeunes pingouins livrés à eux-mêmes. Bientôt l'hiver va surgir des énormes réserves de glace du continent et geler la mer sur des centaines de kilomètres. Il reste quelques papous adultes sur le rivage, mais Cousteau va retrouver plus loin les oisillons qui occupent seuls, pour quelques jours encore, les roqueries abandonnées. Il ne reste plus que les jeunes. Il va vers eux lentement, mais les jeunes s'enfuient. Les oiseaux sont peut-être effrayés par sa taille. Aussi Cousteau s'assoit-il au milieu d'eux. Il espère que leur curiosité naturelle les poussera à s'approcher.
Au contraire, les jeunes oiseaux, dont certains ont encore du duvet sur la tête et le cou, s'en vont encore plus loin. Cousteau est venu enregistrer leur voix, mais c'est le silence qui l'accueille. Devinant que les pingouins sont capables de discerner les couleurs, je me demande si ce n'est pas mon parka rouge qui leur fait peur. Aussi, je l'échange contre la veste verte de Dorado pour voir si elle inquiète moins les pingouins. Mon magnétophone tourne, j'évite de bouger. Les pingouins sont toujours sur leur garde. Puis, soudain, ils montrent des signes d'intérêt. Apparemment, une couleur neutre ne les effraie pas. Je ne sais pourquoi, tous ces jeunes semblent prendre tant de plaisir à becqueter mon parka. Il est temps de partir. En dépit de ces effusions, je n'ai que trop conscience d'être un étranger dans le monde des pingouins. La mer gèle maintenant autour de la péninsule antarctique. Un chaland escorte la Calypso en direction du sud à travers des bancs de glace dérivantes. Au loin, sous un ciel de neige, Falco distingue des pingouins sur un îlot de glace. Ces jeunes pingouins Adélie ont réussi leur examen. Ils arborent fièrement leur robe neuve. Leur coiffure à la Mohican, seul vestige de la petite enfance, leur tient lieu de toque universitaire. La promotion 1973 est prête à affronter le monde. Pendant 3 ou 4 ans, ils ne reviendront pas à terre. Poussés par les vents et les courants, ils feront le tour des mers australes, trouvant parfois refuge sur des îlots de glace flottantes. Puis ils retourneront au recueil natal pour le cérémonial qui assurera leur continuité. Laissant derrière elle les jeunes voyageurs, la Calypso poursuit sa route vers le sud et longe la côte ouest de la péninsule antarctique. En pleine mer, nous rencontrons des pingouins adultes qui jouissent de leur liberté. Au XIXe siècle, des millions de ces sympathiques oiseaux de mer ont été massacrés
pour compléter la cargaison d'huile de certains chasseurs de phoques. Aujourd'hui, ils sont protégés et se multiplient. Mais leur foie est déjà attaquée par des produits toxiques transportés par les courants depuis les continents surpeuplés jusque dans les mers où se nourrissent les pingouins. Toutes les eaux du monde finissent par se mêler. Il n'y a qu'un océan. Ce n'est que lorsque nous l'aurons compris que nous pourrons efficacement protéger le vol des pingouins dans la mer. À bord de la Calypso, le commandant Cousteau continue son long et souvent périlleux voyage vers les confins du monde. Sur la route, des paquets de glace risquent de prendre la Calypso au piège. Par l'intermédiaire d'un satellite, Cousteau contacte la NASA pour avoir les dernières informations sur la météo et l'état des glaces dans le sud. Dave Mace, au relais Goddard, possède quelques indications sur la position des glaces. Et si la Calypso part aujourd'hui, elle profitera probablement de ces informations. À l'est du 85e degré ouest, le pack solide s'est brisé et dérive vers le nord sur la route de la Calypso. Dans les chalands, les hommes repoussent les blocs de glace devant l'étrave. Ces blocs dissimulent des arêtes tranchantes comme des rasoirs qui peuvent déchirer une coque qui n'a pas de protection spéciale. Le commandant Cousteau et les plongeurs de la Calypso vont explorer et révéler ce qui se cache sous les champs de glace. Ce sera la troisième partie de l'expédition Calypso en Antarctique. La vie sous un océan de glace.